Quel enseignement tiré de la visite du ministre des Affaires étrangères russe au Mali? La rédaction tentera d'apporter quelques éléments de réponse dans cette édition. La visite est dite mémorable et solidifie les relations qu'entretiennent nos deux pays depuis fort longtemps. Suite à la catastrophe humaine provoquée par le séisme dévastateur qui a frappé le pays frère de la Turquie, le ministre des Affaires étrangères présente les condoléances du peuple et des autorités maliennes. Abdoulaye Diop était à l'ambassade de Turquie aujourd'hui même. Journée du Mali à Indaba 2023 en Afrique du Sud, la délégation malienne, un véritable VRP, fait la promotion de la destination Mali, le climat des affaires, les conditions d'investissement, les ressources dont dispose le pays. Tout est exposé afin de tisser de futurs partenariats gagnant-gagnant. Visite de terrain à Gao du ministre chargé de l'action humanitaire, Oumarou Diarra, s'enquiert des conditions de vie des déplacés de Tessid et de Télit, un déplacement qui s'inscrit en droite ligne de la politique des autorités de la transition, c'est-à-dire se soucier et soutenir chaque Malien où qu'il soit. Bonsoir à tous, merci de votre aimable attention. Nous sommes mercredi, jour de conseil des ministres au Mali. À mes côtés sur ce plateau, Ibrahima Djombélé pour la lecture du communiqué du dit conseil présidé par le président de la transition ce matin à Koulouba. Ibrahima, bonsoir et c'est à vous. Bonsoir Nyanya Elou Traoré, mesdames et messieurs, bonsoir et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret autorisant le changement de nom de famille de Mamadou Baba Traoré et 16 autres personnes. Les conditions de changement de nom de famille sont prescrites par la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011, modifiée portant Code des personnes et de la famille. L'examen des dossiers révèle que les demandeurs remplissent individuellement les conditions prescrites par le Code. Les projets de décret adoptés autorisent ainsi le changement de nom de famille pour ces 17 personnes. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à la création et au cadre organique des services régionaux et sub-régionaux des routes. La Direction générale des routes a été créée par la loi numéro 2021-039 du 8 juillet 2021 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine des routes et des ouvrages d'art et d'assurer la coordination, le contrôle des activités des services et organismes publics qui concourent à la mise en œuvre de cette politique. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2021-040-437 PRM du 9 juillet 2021 qui prévoit la création des services régionaux et sub-régionaux des routes. Les projets de décret sont adoptés dans ce cadre. Ils créent au niveau de chaque région et du district de Bamako une direction régionale des routes et au niveau des cercles et des communes du district de Bamako et des subdivisions des routes avec pour mission d'appliquer la réglementation en matière de routes et d'ouvrages d'art, de coordonner et de contrôler les activités des services qui concourent au développement et à la sauvegarde des infrastructures routières. B. Des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Conseil malien des transporteurs routiers. Le Conseil malien des transporteurs routiers a été créé par la loi numéro 040 du 13 août 2004 avec pour mission l'organisation et la représentation professionnelle des transporteurs routiers maliens. Dans son fonctionnement, le Conseil malien des transporteurs routiers est confronté à des difficultés liées notamment à des insuffisances de ces textes de création et l'organisation qui ont eu pour effet de limiter son champ d'action et constituent de sérieuses entraves à l'exécution de ses missions. Les présents projets de texte sont adoptés en vue de corriger ces insuffisances et d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du Conseil. Les innovations qu'il apporte ont trait entre autres à l'énumération exhaustive des missions, l'insertion de nouvelles dispositions autorisant la mise en place d'une administration provisoire, la restructuration des organes d'administration et de gestion, la définition du statut des antennes
portuaire, la spécification des motivations perçues à l'occasion de l'exercice des fonctions de membres en concordance avec le principe de gratuité de celle-ci, l'extension du paiement obligatoire des cotisations à tous les transporteurs routiers maliens agréés et détenteurs de la carte professionnelle. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement signé ici à Bamako le 12 décembre 2022 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement relatif au financement additionnel du projet de développement de la productivité et la diversification agricole dans les zones arides du Mali. L'économie du Mali repose essentiellement sur le secteur agricole qui occupe une part importante dans la création d'emplois et de la richesse. Malgré ses énormes potentialités, l'agriculture malienne est tributaire des irrégularités pluviométriques, de la fragilité des sols et de l'influence des climats désertiques et sahéliens. La faible productivité qui résulte de ces défis agricoles accentue l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans les zones arides du pays. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a initié le projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides du Mali. La mise en œuvre de ce projet, dont l'accord de financement initial a été signé en 2018, a enregistré des résultats tangibles dans les zones cibles. Pour consolider les acquis de cette phase initiale, le gouvernement a sollicité et obtenu de l'Association internationale de développement un financement additionnel sous forme de prêts de montant de 30 millions et 800 000 euros, soit 20 milliards 203 millions 475 600 francs CFA. La réalisation du projet permettra d'améliorer la productivité agricole et de renforcer la résilience des ménages ruraux vivant dans les zones arides ciblées. Sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création de l'usine malienne de produits pharmaceutiques. L'usine malienne de produits pharmaceutiques est une société d'État créée par la loi numéro 89-11 AN-RM du 9 février 1989 avec un capital de 2,551 milliards de francs CFA entièrement souscrit par l'État. Ces statuts sont fixés par le décret numéro 92-259 RM du 18 décembre 1992. En 1999, l'État a autorisé l'ouverture du capital de l'usine malienne de produits pharmaceutiques à travers la loi numéro 99-01 du 25 février 1999. Pour faire face aux difficultés de l'usine, le gouvernement a adopté lors du Conseil des ministres du 18 novembre 2022 un plan de relance dont la mise en œuvre permettra de relancer les activités de production à travers la réalisation de ces actions prioritaires ci-après. La modification des statuts, le maintien de la continuité de la production, la modernisation des chaînes de production par la création d'une nouvelle unité. Le projet d'ordonnance est adopté pour encadrer cette relance. Il crée l'usine malienne de produits pharmaceutiques avec comme actionnaire unique l'État et étend son objet à la recherche, développement et à la valorisation des savoirs nationaux dans le domaine pharmaceutique dans les limites des missions qui lui sont assignées. La relance des activités de production de l'usine contribuera au renforcement de la santé pour tous et à la réduction des coûts des soins de santé primaire. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Merci beaucoup, Ibrahima Djombele.
Le pays frère de la Turquie pleure ses morts suite à la catastrophe humaine provoquée par le séisme dévastateur qui l'a frappé. Le Mali compatit et est solidaire. Le ministre des Affaires étrangères présente les condoléances du peuple et des autorités maliennes. Abdoulaye Diop était à l'ambassade de Turquie au Mali aujourd'hui même. Jules Sambo Sissoko, reportage. Un violent séisme a frappé la Turquie le lundi dernier et a causé des milliers de morts et de blessés. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, s'est rendu à l'ambassade de Turquie pour présenter les condoléances les plus émues au peuple frère et ami de la Turquie. Je voudrais, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, adresser nos sincères condoléances et notre profonde compassion et sympathie au président de la République de Turquie, au gouvernement et au peuple turc meurtri suite au séisme dévastateur qui a frappé des localités du sud de Turquie. En ces instants particulièrement pénibles pour le peuple turc, les autorités et le peuple malien restent solidaires. Puisse l'âme des disparus reposer en paix. Souhaitons plein rétablissement aux blessés. Selon l'ambassade de Turquie au Mali, le séisme a fait 8 000 morts et 38 000 blessés à travers une dizaine de villes. Et juste après cette activité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, s'est envolé pour Ouagadougou. Le chef de la diplomatie malienne, à la tête d'une forte délégation, participe demain à un mini-sommet organisé par les 3 pays en transition en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Mali, de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso. Objectif, fédérer les idées, les énergies et les moyens pour mieux se faire entendre par les organisations sous-régionales, régionales et internationales. Il s'agit de parler d'une même voix, partager les expériences et discuter chacun en ce qui le concerne de sa transition. Nous allons y revenir avec nos envoyés spéciaux Dougou Fana Traoré et Ibrahima Koulibaly dans nos éditions de demain. Revenons à présent à cette visite du chef de la diplomatie russe dans notre pays. Quel enseignement tirer de ce séjour malien? La rédaction tente d'apporter quelques éléments de réponse dans cette édition. La visite est dite mémorable et solidifie en tous les cas les relations qu'entretiennent nos deux pays depuis fort longtemps. Maintenant, quelle retombée peut-on attendre de cette première visite de Sergueï Lavrov dans notre pays? Le commentaire de Oumar Moussa Traoré avec la voix de Garibou Pérou. Ce sont donc les autorités de la transition avec à leur tête le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui ont pris l'initiative de ce que l'on pourrait appeler la réactivation d'un lien historique existant entre Maliens et Russes. Le Mali et la Russie ont un long cheminement commun. Leur coopération remonte au début des années 60. Les deux pays nouent des relations économiques, militaires et culturelles. C'est ainsi que l'URSS devient alors l'un des principaux partenaires commerciaux du Mali, avec environ 42% des échanges dans les années 64-65. Plusieurs accords de coopération sont alors signés par les deux pays. Des faits marquants ont retenu l'ouverture d'une ambassade soviétique le 28 janvier 1961 à Bamako, la signature d'un accord de coopération minière signé le 21 février 1961, la participation à la construction du stade omnisport Modibo Keïta de Bamako, le soutien à la compagnie aérienne Air Mali totalement équipée d'appareils russes. On en oublie volontiers. La visite effectuée par le chef de la diplomatie russe dans notre pays ce 7 février 2023 a assurément une portée lourde de sens. Elle vient confirmer que notre pays est résolument engagé dans une diversification de son partenariat, ce qui cadre parfaitement avec l'engagement des autorités à inscrire leurs actions dans une dynamique de souveraineté retrouvée. Le partenariat avec la Russie, devenu désormais stratégique dans le domaine de la défense et de la sécurité,
Russie ne devrait pas tarder à produire des retombées concrètes dans les jours à venir. Les deux pays ont convenu de renforcer les liens économiques et commerciaux. Les relations devraient donc s'étendre à la prospection géologique, aux ressources minérales, à l'énergie, au transport, aux infrastructures et à l'agriculture. Sergei Lavrov a également confirmé la volonté de son pays à promouvoir ce qu'il appelle le principe de la parité souveraine des États. Nul doute que le Mali peut continuer de compter sur le soutien de la Russie pour remettre les choses à l'endroit, lui qui est souvent confronté à une instrumentalisation des droits humains en politique étrangère. Journée du Mali à Indaba 2023 en Afrique du Sud. La délégation malienne en véritable VRP fait la promotion de la destination Mali, le climat des affaires, les conditions d'investissement, les ressources dont dispose le pays. Tout est exposé afin de tisser de futurs partenariats gagnant-gagnant. Nos envoyés spéciaux sont Abdul Salam Bambara et Suleiman Kenza Sidibé. Le Mali compte actuellement 14 sociétés minières et génère par an plus de 700 millions de dollars américains de retombées financières pour le pays. Les mines génératrices de centaines de milliers d'emplois s'investissent de plus en plus dans le développement local. Le contenu local prend de la place chez les investisseurs miniers. Les mines restent et demeurent le plus grand secteur pourvoyeur d'emplois, le secteur le plus sûr en dépit de la situation difficile que vit le pays depuis 2012. Les principaux acteurs qui sont là ont confirmé leur adhésion à cette politique de faire en sorte que le secteur minier puisse être mieux intégré à l'économie nationale à travers le développement du contenu local, le développement de l'emploi local et faire des petites et moyennes entreprises le tremplin de leur activité au Mali. Le Mali est un pays très riche en substances minérales. Donc aujourd'hui, nous avons besoin évidemment à ce que toutes les grandes compagnies, en tout cas tous les grands investisseurs qui veulent investir, en tout cas dans n'importe quelle substance minérale au Mali, peuvent prendre le Mali comme destination. Il importe de mener une véritable politique d'industrialisation autour des mines. Sinon, il faut organiser les activités économiques en lien ou autour des mines. Une mine, c'est pour faire des profits pour l'investisseur. En réalité, l'investisseur n'a que ses dividendes. Et l'État a les dividendes et les taxes. C'est toujours moins cher d'utiliser localement que d'aller chercher ailleurs. La journée du Mali était animée par les responsables des sociétés minières Barrick, Rangol, Léon Lithium, Yara Oil. Le panel d'aujourd'hui permet pour nous de nous rassurer, Léon Lithium, par rapport à l'investissement au Mali. Parce qu'on arrive à voir ce que les entreprises, les sociétés aurifères, telles que Barrick ou B2Gold, ont pu accomplir au Mali. Donc nous continuons de développer ce projet. Le potentiel géologique, il est énorme. Le Mali constitue une destination idoine pour l'investissement. La journée du Mali a été un franc succès. C'est du moins l'avis des spécialistes des questions minières. Retour au Mali, direction Zantigila où le ministre en charge de l'action humanitaire effectuait un déplacement sur le site des déplacés. La sortie s'inscrit dans le cadre de la présentation prochaine d'une loi sur la protection et l'accompagnement des déplacés, une loi que le département entend faire passer au CNT. On en sait plus avec Boubacar Bablitouré. Le site des déplacés de Zantigila totalise plus de 480 personnes, dont 258 enfants. Ces personnes vulnérables ont besoin d'un système de protection et d'accompagnement qui passe d'abord par l'adoption d'une loi en la matière. C'est ce qui justifie cette visite du ministère en charge des déplacés, des membres du CNT et des partenaires techniques et financiers dans le camp des déplacés de Zantigila. Le but est de permettre aux membres de l'organe législatif de la transition et les partenaires de s'approprier l'initiative. C'est pour venir constater ce qui se passe sur le site des déplacés, afin de pouvoir mieux comprendre l'idée, comprendre l'esprit de la loi, afin de pouvoir faciliter la prise de cette loi. Cette loi, déjà, c'est une loi africaine, nous appelons la loi de Kampala, depuis 2012, qui a été mise en place par l'Union africaine. Et il s'agirait maintenant pour chaque pays d'adopter cette loi. Les deux commissions qui sont là, la commission loi et la commission santé et développement social, nous allons mettre tout en œuvre pour que ces personnes déplacées, que nous soyons ensemble. La visite a été marquée par une rencontre entre les trois parties pour mieux expliquer le projet de loi en question qui doit être bientôt soumis au CNT pour vote.
La MINUSMA, en partenariat avec l'OIM et l'ONG ACM, offre un forage aux déplacés du site de Sénou, Djatoula, coût de réalisation 27 millions de francs CFA. Jules Sambo Sissoko, compte rendu. La MINUSMA, en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations et l'ONG Association Le Changement Mali, ACM, a réalisé un forage à alimentation solaire avec 8 bornes fontaines sur le site des déplacés de Sénou et Djatoula. La contribution de la MINUSMA à ce projet participe de cet effort de solidarité internationale avec le gouvernement malien, avec le peuple malien qui traverse des moments difficiles. Et la communauté internationale a le devoir de les assister et c'est ce à quoi nous nous employons modestement ici et ailleurs dans les zones où nous sommes déployés. 27 millions de francs CFA. Les bénéficiaires, par la voix du coordinateur des activités sur le site des déplacés, le général Ismaël Sissé, ont exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs. Nous sommes aujourd'hui à 1537 personnes. C'est le dernier recensement. C'est un grand jour pour nous, un jour de bonheur, car comme on le dit, qui donne l'eau à quelqu'un lui a donné la vie. Le besoin le plus essentiel au niveau des personnes déplacées, surtout sur ce site et dans les autres sites à côté, c'est le problème d'eau. Un forage qui a un haut débit et qui permet d'alimenter pratiquement tout le site en eau potable. Le souhait ardent des déplacés est le retour dans la sécurité et la dignité dans leur terroir. Visite de terrain à Gao, cette fois-ci pour sûr, avec le ministre chargé de l'action humanitaire. Oumarou Diarra s'enquiert des conditions de vie des déplacés de Tessit et de Télit. À lui, Idrissa Maïga, correspondance. Suite aux attaques perpétrées contre certaines localités de la région, la ville de Gao voit ces derniers temps l'arrivée de nombreux déplacés. Un phénomène qui a créé des besoins d'assistance humanitaire. Face à cette situation, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés est venu à Gao pour voir la réalité. L'objet de cette visite, c'est échanger avec les populations et surtout les porter assistance dans un premier temps psychologique. Cette population qui a été victime de cette crise liée à l'insécurité qui a engendré des mouvements de population, que ce soit d'Intilit, de Tessit, d'Ansongo, un peu partout au niveau de la région de Gao. Aussi toucher du doigt les réalités sur le terrain, afin de favoriser la mobilisation des ressources nécessaires pour pouvoir accompagner ces populations éprouvées. À Gao, le ministre Diarra a rencontré les partenaires, les services techniques et l'ensemble des acteurs humanitaires. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire et l'aide humanitaire à apporter aux personnes déplacées. L'engagement du président de la transition, c'est de créer les conditions favorables de retour de ces populations déplacées sur leur site d'origine, qui passe par la sécurisation de l'ensemble du territoire national. D'où l'engagement de nos forces de défense et de sécurité aujourd'hui. Après la rencontre avec les humanitaires, le ministre et sa délégation ont visité au CCRF de Gao le centre de prise en charge des violences basées sur le genre avant d'aller à l'écoute des déplacés du site de Bawa 2, situé dans la banlieue de la ville de Gao. Ensemble, nous avons discuté avec eux les défis auxquels ils sont confrontés et nous sommes engagés résolument pour les accompagner, pour surmonter ce défi. Dans quelques jours, nous aurons le sommet de l'Union africaine. Il faut que les chefs d'État et de gouvernement sachent ce qui se passe ici sur le terrain, les besoins et comment ensemble ils peuvent être engagés pour soutenir le Mali et les pays du Sahel. Après Gao, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés se rendra à Ménaka pour la même mission. Une délégation de la MINUSMA rencontre les autorités régionales de Taoudini en vue d'évaluer les besoins et de renforcer la collaboration. Cherfi Moulay Aïdara pour les détails. La MINUSMA est décidée à soutenir le développement de la région de Taoudini. C'est dans ce cadre que s'inscrit la rencontre de la délégation nationale avec les autorités régionales. S'enquérir des conditions de vie des populations avant de recenser les priorités de développement de la région. C'est aujourd'hui que l'État, plus que jamais, a besoin de l'accompagnement des Nations Unies. Quant à nous, population de Taoudeni, nous sommes une
partie intégrante de la République du Mali. Nous n'avons aucune revendication si ce n'est que l'opérationnalisation, comme ça a été dit, de notre région. Nous manquons de tout. L'aménagement est en train de travailler sur ce dossier-là. Nous allons revenir vers vous très prochainement avec une bonne information. Occasion saisie par l'aménagement pour expliquer aux acteurs régionaux les démarches à suivre pour la réalisation des projets à Todeni. Nous sommes là pour vous écouter, pour entendre les problèmes et aussi pour comprendre de façon générale. Nous saisissons cette occasion pour surtout réitérer notre profonde gratitude à l'aménagement à travers son chef de bureau et lui apporter tout notre soutien indéfectible pour tous les efforts consentis donc en faveur de la région de Todeni. Les deux parties ont échangé sur les différents projets à exécuter pour la région. Le gouverneur de la région de San initie le projet Paix et Unité Beni-Kelea. Le colonel Ousmane Sangaré est dans la dynamique de rétablir un échange fructueux entre les populations de la région de San tout en renforçant le dialogue pour un développement durable. Le projet s'étend sur 3 mois. Il est financé par l'aménagement pour plus de 22 millions de francs CFA. La cérémonie de lancement, c'est avec Drissa Koné. San est une région agro-pastorale faisant frontière avec le Burkina Faso. La porosité des frontières et les conflits d'intérêts minent certaines localités, occasionnant du coup l'effritement du tissu social. C'est pourquoi 18 villages de 16 communes de ces localités sont invités à une rencontre d'échange de 3 jours à San. Il y a une méfiance entre les populations aujourd'hui. Donc il faut quand même qu'on soit clairs les uns envers les autres pour lever cette méfiance. Pallier ces climats délétères a toujours figuré parmi les priorités du colonel Sangaré et ses collègues. C'est après maintes réflexions que le projet Paix et Unité Beni-Kelea est conçu. Il est appuyé par l'aménagement à hauteur de 22 millions de francs CFA. La rencontre vise à renforcer la cohésion sociale au sein des communautés tout en favorisant un développement local inclusif. Féliciter le gouverneur de San pour sa vision, sa clairvoyance, parce que c'est lui l'initiateur de ce projet, d'amener un peu la cohésion entre les communautés, parce qu'il y a beaucoup de frictions apparemment. Il reste entendu que le tout militaire ne peut régler définitivement une crise qui a malheureusement entamé notre tissu social, combien étoffé, d'où la nécessité de plusieurs autres voies, dont celle de prévention et règlement des conflits pour le rétablissement de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Les activités commencent par un atelier sur la charte pastorale. Des contrats signés pour plus de 80 millions de francs CFA, c'est ce qu'on retient de la 2e édition de la bourse régionale aux céréales de Mopti, un rendez-vous qui a regroupé les producteurs et opérateurs céréaliers. Idrissa Keita, correspondance. Au cours de cette 2e édition de la bourse régionale aux céréales de Mopti, 35 contrats ont été signés pour un montant de plus de 80 millions de francs CFA entre producteurs et opérateurs céréaliers. En 3 jours de bourse régionale aux céréales, nous les femmes venues de Koro, Bankas, Djéné ainsi que d'autres cercles de la région de Mopti, nous sommes très contentes. On a pu vendre, nous avons pu accéder au marché et nous avons pu établir des partenariats avec des commerçants qui vont nous vendre des produits que nous allons avoir jusque dans nos localités. Les producteurs et les transformateurs ont mis sur le marché une valeur de 5056 tonnes de céréales et d'échalotes pour une valeur estimée à 1,805 255 francs CFA. Ainsi, plusieurs recommandations ont été formulées. La sensibilisation et l'accompagnement des organisations de producteurs participants à se mettre en règle vis-à-vis des législations en vigueur. Poursuivre la formation des OP sur la tenue des registres et autres documents comptables. Notons que cette initiative née de l'expertise de Feed the Future Mali Sékou Yiriwa dans la zone du Delta est pilotée par Amassa Afrique Verte, Care Mali et Amprod Sahel, bénéficie de l'appui financier de l'USAID. En 4e région, l'Agence malienne pour le développement de l'électrification rurale organise une conférence autour du thème « Accélérer le développement en milieu rural grâce aux énergies renouvelables ». Condécila. Pour cette 19e édition du festival sur le Niger, la Madère,
L'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale ne déroge pas à la règle avec cette conférence thématique sur accélérer le développement en milieu rural grâce aux énergies renouvelables. Quelle stratégie de valorisation des usages productifs de l'électricité? Aujourd'hui, en termes d'énergie renouvelable, la Madère est en train de terminer la réalisation d'une cinquantaine de localités avec des localités électrifiées à partir de centrales hybrides. Notre ambition à travers le plan de développement de l'électrification rurale que nous sommes en train d'actualiser et faire ressortir l'électrification de 18 000 localités d'ici 2030. Le cas pratique de Touba Ville Lumière projeté constitue un exemple qui a alimenté les débats. En effet, ce village de Banamba qui a bénéficié d'une centrale hybride voit son économie prospérer grâce à l'électricité. Je pense qu'à travers cet événement aujourd'hui au Cerfitex, c'est vraiment de lancer un message fort à l'endroit de la jeunesse, qu'ils puissent comprendre que vraiment la colonne vertébrale de ce développement, ça ne se fera pas sans l'électricité. Pour cette 19e édition du festival sur le Niger, la Madère propose des solutions innovantes à travers des produits solaires accessibles et à moindre coût. Sur un tout blanc, 3 nouvelles promotions de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite viennent de recevoir leur attestation issue des partis politiques et de la société civile. Les participants ont bénéficié de formations sur la politique et la démocratie. Les promotions portent les noms de 3 grands panafricanistes, à savoir Modibo Keïta, Joseph Kizerbo et Nelson Mandela. Boukari Koulibaly nous en parle. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite célèbre 3 promotions. Des promotions qui portent les noms Nelson Mandela, Joseph Kizerbo et Modibo Keïta. Une consécration opérée à l'issue de 3 mois de formation en politique et en démocratie. Ils sont 92 jeunes et tous issus des partis politiques et de la société civile à bénéficier de cette formation accélérée. Avec des facilitateurs de qualité et fortement engagés, ils ont bénéficié de sessions riches en enseignement, des compétences personnelles telles que la prise de parole en public, la rédaction de documents, aux connaissances sur les principes démocratiques, le fonctionnement des institutions, la géopolitique, etc., en passant par nos valeurs. Si cette étape franchie alimente la fierté, les bénéficiaires mesurent cependant la portée des responsabilités. Occasion pour le ministre en charge de la jeunesse d'inviter les promotions sortantes à œuvrer dans le sens du panafricanisme à l'image de Nelson Mandela, Modibo Keïta et Joseph Kizerbo. Vous avez magnifié votre engagement infaillible et votre détermination avérée à incarner les valeurs et les principes qui sous-tendent le panafricanisme, ce mouvement dont l'objectif fondamental est de renforcer l'unité et la solidarité des États africains. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD a démarré au Mali en juillet 2021. Il vise à contribuer à la formation d'acteurs politiques et de citoyens engagés. Le mouvement pour l'inclusivité a animé un point de presse, objectif d'énoncer certaines informations distillées par certains partis signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. On en sait plus avec Mamadou Fane. Face aux agissements de certains mouvements signataires des accords d'Alger et la campagne de désinformation en cours contre l'unité de la nation, le mouvement pour l'inclusivité du Mali monte au créneau. Ce mouvement a tenu ce jour un point de presse pour dénoncer certaines informations visant à créer la psychose au sein de la population malienne. Nous avons tenu urgemment ce point de presse pour mettre fin à une certaine psychose qui est en train de s'installer à cause de certaines déclarations de certains responsables de mouvements signataires qui ont été vraiment interprétées différemment et malheureusement souvent avec de très mauvaises interprétations par les mêmes personnes qui tapent dans l'ombre tous les jours et continuent à tenter de déstabiliser à partir de l'extérieur par des mains à l'intérieur ici notre pays. Les Maliens encore une fois plus demeurent soudés, unis
dans leur diversité, dans leur schéma arc-en-ciel. Pour le président du mouvement, non moins président de l'Alliance pour la refondation du Mali, les Maliens doivent aujourd'hui avoir un seul objectif commun. Il s'agit de renforcer et consolider le vivre ensemble et la cohésion pacifique des communautés. Faisons confiance à notre gouvernement, faisons confiance à notre État parce qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un président qui incarne haut et fort les valeurs de souveraineté de notre nation. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Et je demande à l'ensemble de la population malienne de ne pas faire écho de ces intoxications, de ces psychoses et de rester derrière nos autorités. Ce point de presse a regroupé plusieurs chefs de communautés, de fractions et de légitimités traditionnelles. Une meilleure appropriation des documents stratégiques et d'alignement des interventions des organisations de la société civile au Mali. Le sujet regroupe à Bamako le Forum des organisations non gouvernementales d'intervention au Mali et le Conseil national de la société civile. Batraoré pour plus d'explications. La mise en place des politiques de développement requiert une prise en compte réelle des besoins des populations. Le FONGIM, Forum des organisations non gouvernementales d'intervention au Mali, mesure l'enjeu de la question. La présente journée d'échange constitue une tribune pour l'appropriation des documents stratégiques et l'animation des interventions des organisations non gouvernementales et organisations de la société civile aux politiques nationales et internationales au Mali. Cet atelier, c'est une humble contribution de FONGIM et ses partenaires de la société civile aux efforts déjà déployés par le gouvernement dans la poursuite de l'atteinte des objectifs du développement durable. Nous demeurons convaincus que l'efficacité de l'aide passe nécessairement par des actions coordonnées, complémentaires et synergiques entre l'ensemble des intervenants. Le Conseil national de la société civile adhère à l'initiative et s'est dit prêt à accompagner le FONGIM pour l'atteinte de ses objectifs. L'atelier qui nous réunit, initié par le FONGIM, nous permettra certes de nous renforcer davantage pour une appropriation et une compréhension commune du contenu des documents stratégiques nationaux par les OEC en vue d'un meilleur alignement de nos actes. Le FONGIM, qui regroupe 116 ONG et organisations de la société civile et opérationnelle au Mali depuis l'année 2010 selon ses membres. La direction générale de l'ORTM informe l'opinion nationale et internationale que sa page Facebook objet d'attaque est fermée depuis 2020. En conséquence, toute publication sur cette page n'engage en rien l'ORTM. La direction générale de l'ORTM s'est comptée sur la bonne compréhension de tous. Tenue de la 26e session du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, c'était au conseil national du patronat du Mali. Alors, Inaba, dites-nous, est-ce que l'année a été rose pour l'APEJ ? L'année 2022 n'a pas été rose à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Malgré ce contexte difficile, cette structure a pu accompagner plus de 10 000 jeunes dans le cadre des actions de renforcement de l'employabilité et financer 326 projets. Au Mali, il faut aussi considérer la question de l'emploi, la question de l'employabilité des jeunes comme aussi une question de sécurité nationale. Parce que quand les jeunes ont des perspectives, ils vont s'adonner moins à des activités, en tout cas illicites, et on pourra accompagner les plus hautes autorités, également aussi l'armée, vraiment à continuer à faire face à la sécurisation du territoire. Cette 26e session se tient avec la suppression de la taxe emploi jeune. C'est pourquoi le département de l'emploi entend faire un plaidoyer pour mobiliser davantage de ressources pour financer les activités. Au cours de l'exercice 2023, l'APEJ envisage la mise en œuvre de 38 activités qui permettront de toucher directement 7120 jeunes, dont 150 jeunes en stage de qualification professionnelle dans les entreprises privées, 2000 jeunes en stage de formation professionnelle, 420 jeunes à former sur les chantiers écoles, 3000 jeunes qui seront sensibilisés en partenariat, et enfin 100 kits par projet seront financés dans le cadre de la bourse de l'emploi et de la formation professionnelle. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui souffle ses 20 bougies, a pour mission de concourir à la création d'emplois pour les jeunes en milieu rural et urbain. Elle cible les jeunes de 15 à 40 ans, y compris ceux de la diaspora.
Barakissa Ouattara nous révèle également que l'année 2022 n'a pas été très reluisante pour le CHU du Point G. L'insuffisance en ressources humaines, la vétusté du plateau technique, les tensions syndicales sont entre autres dures épreuves auxquelles la structure a été confrontée. Reportage. Structure sanitaire à vocation de dernier recours des soins, le CHU du Point G fait face à certaines difficultés qui perdurent depuis plus d'une décennie. Il s'agit en l'occurrence de l'insuffisance en personnel de soutien et infirmiers, les difficultés de maintenance des équipements. En plus de ces difficultés, s'ajoute l'insuffisance du budget, tant en fonctionnement qu'en investissement. Cette insuffisance en budget se traduit par les différentes coupes opérées parfois, même en pleine exécution de nos programmes prioritaires. Face à ces différents problèmes, l'administration du CHU a inlassablement travaillé pour trouver des solutions permettant de faire fonctionner l'hôpital en assurant la continuité des soins. Cette 45e session du centre hospitalier universitaire du Point G coïncide avec le renouvellement des membres du conseil d'administration. Il s'agira donc d'élire le nouveau président du conseil d'administration, mais aussi d'examiner le projet de budget 2023. Le projet de budget sur lequel vous aurez à vous prononcer s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 6 815 212 578 francs CFA contre 6 578 569 598 francs CFA en 2022, soit une augmentation de 3,60%. Et c'est le lieu de remercier son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a offert très généreusement 10 générateurs de dialyse à l'hôpital pour aider et améliorer la prise en charge des malades sous dialyse. En 2023, la structure a en vue la rénovation et l'équipement de certains services, l'achèvement des bâtiments en chantier comme la rhumatologie et le bloc de chirurgie cardiaque. Œuvrons ensemble pour bannir la pratique de l'excision dans nos communautés. C'est le slogan lancé au cours d'une caravane de plan international Mali de Kita et son partenaire Association pour le développement d'appui aux communautés. On en sait plus avec Mahamadi Aliou Bari. Autorités locales, engagez-vous dans la lutte contre les violences faites aux femmes, filles et œuvrons ensemble pour bannir la pratique de l'excision dans nos communautés. Ce sont quelques slogans lancés au cours de cette caravane du plan international Mali de Kita et son partenaire à Dakar. Les caravaniers ont parcouru les villages de Soukoutalin de Walia, Tamafeto et Solenta pour sensibiliser également les populations pour l'abandon de la mutilation génitale féminine et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est une confirmation des initiatives que le plan a prises pour ramener les gens à abandonner certaines pratiques qui concernent l'intégrité physique des filles et des droits des femmes. La région de Kaye a plus de 95% de taux de MGF. Donc, dans l'intervention du projet, pour pouvoir contribuer à réduire ces pratiques néfastes. Les caravaniers ont saisi cette opportunité pour rappeler que 49 villages des communes de Nyambia, Gonfan et Walia, dans le cercle de Bafoulavé, ont enregistré une réduction significative de la pratique de l'excision. L'objectif de cette caravane, vraiment, c'est de pouvoir sensibiliser vraiment les communautés à pouvoir continuer à pratiquer les consignes reçues vraiment de la part du projet MGF. En République du Mali, de nombreuses actions sont menées par le gouvernement et la société civile afin de réduire le taux des pratiques néfastes à la santé, plus précisément la pratique de l'excision. Cette caravane du plan international s'inscrit dans le cadre du projet promotion des initiatives communautaires en faveur de l'abandon des mutilations génitales féminines au Mali. Point Covid de ce 8 février 2023, 4 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 20 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Du nouveau dans vos kiosques, 2 ouvrages sur la méthodologie de la recherche des préalables à la collecte des données. Le second toujours sur la méthodologie de la recherche de l'analyse des données à la présentation des résultats. Ils sont publiés par le professeur
Dr Bokari Diallo, directeur général de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Le lancement aura lieu ce jeudi à l'INFSS sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons ce communiqué de presse. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, informe l'opinion nationale, les fédérations nationales sportives et les centres sportifs que pour des raisons de travaux, le stade Mamadou Konaté est fermé à compter du mercredi 8 février 2023. Les travaux de réhabilitation engagés au niveau de ce stade visent à renforcer les installations et à les mettre dans les normes requises. L'ouverture du dit stade fera l'objet d'un communiqué. Le ministre sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous les usagers. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce mercredi 8 février. Tout de suite, la météo de Fatoumata Diawara, juste après un magazine de la rédaction sur la visite du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie au Mali, Sergei Lavrov. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur nos antennes et je vous dis à demain, j'espère. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Kita, Solenta et de Oulia. Bonsoir à tous.